bienvenue à toutes et à tous pour notre webconférence qui est dédiée au dispositif de reconversion et de promotion par l'alternance, plus connu sous l'acronyme PROA. Pour cette webconférence, nous sommes deux à l'animer, Agnès Gendron qui est à mes côtés et moi-même. Agnès, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Agnès Gendron, directrice adjointe du développement et du réseau à l'AFDAS. Et donc, me concernant, je suis Yves Muchemblé, directeur du développement et du réseau. Cette webconférence va durer environ 45 minutes, plus ou moins en fonction du nombre de questions que vous nous poserez dans le chat. Du coup, au fur et à mesure que nous allons déployer cette présentation, vous pouvez au fur et à mesure poser vos questions dans le chat. On les reprendra à la fin de cette webconférence et on apportera les réponses à vos interrogations. Vous pouvez également, vous pourrez accéder au replay de cette webconférence puisque celle-ci est enregistrée, donc vous aurez un lien qui vous sera envoyé automatiquement et donc vous pourrez revenir dessus si besoin. Donc vous n'avez pas forcément besoin de prendre de notes tout au long de notre intervention. Et vous aurez également, à la fin de cette intervention, vous aurez accès à un sondage sur la qualité de la webconférence. On va tout de suite démarrer dans le vif du sujet. Et Agnès, je te laisse la parole. Le dispositif PROA, il n'est pas nouveau puisqu'il existe depuis la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Pourtant, c'est un dispositif qui n'est pas encore très connu. C'est un dispositif qui favorise la reconversion ou la promotion des collaborateurs de l'entreprise. Donc, il s'adresse à certains salariés de l'entreprise, on va le regarder en détail tout à l'heure, pour envisager un parcours de formation en alternance avec en objectif l'obtention d'une certification professionnelle. Donc, ce dispositif est en fait une réelle opportunité de maintien dans l'emploi et de fidélisation des salariés, soit dans le cadre d'une évolution ou d'une promotion, soit dans le cadre d'une reconversion ou une réorientation professionnelle, ou également dans le cadre d'une co-construction de projets qualifiants entre le salarié et l'employeur. C'est un dispositif qui est gagnant-gagnant, qui revêt de nombreux bénéfices, à la fois pour l'employeur et pour le salarié. Côté employeur, c'est un dispositif qui permet de développer les compétences de vos salariés, d'anticiper les évolutions de vos métiers en lien avec les mutations technologiques ou économiques, par exemple. C'est un dispositif qui permet de favoriser l'évolution professionnelle de vos collaborateurs, notamment ceux dont la qualification est insuffisante au regard soit de l'organisation du travail, soit des nouvelles technologies, par exemple. C'est un dispositif qui permet de motiver et fidéliser les salariés, puisque vous leur proposez d'obtenir une certification professionnelle reconnue. Et globalement, c'est un dispositif qui permet de valoriser la marque employeur de l'entreprise en développant les compétences et en permettant l'évolution professionnelle, la sécurisation du parcours. Côté salarié, c'est un dispositif qui est gagnant parce qu'il permet d'obtenir une certification professionnelle en lien avec l'évolution d'un secteur d'activité. Il permet bien sûr de développer ses compétences en se formant dans son entreprise, c'est-à-dire sur son temps de travail ou partiellement en dehors, on va le voir, donc tout en conservant sa rémunération et sa protection sociale. Donc c'est un dispositif par l'acquisition d'une qualification qui permet de développer son employabilité et de sécuriser son parcours professionnel. Donc, un dispositif gagnant-gagnant à la fois pour l'employeur et pour le salarié. On va voir maintenant qui est concerné au sein de l'entreprise par ce dispositif de la PROA, puisque ce dispositif vise en fait un public cible, et c'est l'esprit de la réforme quand le dispositif PROA a été lancé sur la loi sur choisir son avenir professionnel de 2018. L'idée, c'était de se tourner vers un certain nombre de salariés, soit les salariés en CDI, y compris les salariés qui sont sur des contrats aidés de type CUI,
sont eux-mêmes à durée indéterminée. Les salariés en activité partielle sont également éligibles à ce dispositif. Et enfin, une troisième catégorie en termes de typologie de contrat de travail, ce sont les salariés qui sont sous le CDD, la dénomination CDD au Code du sport. Donc, ce sont les sportifs et les entraîneurs professionnels. Et là, uniquement dans le cadre de ce qui est prévu dans le Code du sport. Ça, c'est la première condition en termes de salariés, c'est donc la nature du contrat de travail. La deuxième condition, c'est le niveau de qualification du salarié à l'entrée dans le dispositif. Ce qu'on vise, c'est bien le niveau de qualification à l'entrée dans le dispositif. Et à ce moment-là, le salarié, ce qui est attendu de sa part, c'est qu'il soit sur un niveau au maximum, sur un niveau inférieur au grade de licence, donc inférieur, strictement inférieur à Bac+3. Donc, ça peut être un BTS, un DUT, un Bac+2 validé, ça peut être un Bac+3 non validé, et ça, c'est la limite haute en termes de qualification pour pouvoir entrer dans le dispositif de la proie. Maintenant, une fois qu'on a repéré le potentiel public éligible à ce dispositif, quelles sont les formations qui permettent en fait de déclencher une action dite proie? En fait, pour toutes les branches professionnelles, et ce, quelle que soit du coup la situation de l'employeur et la branche à laquelle il est rattaché, donc ce que vous voyez sur la partie de droite, c'est valable pour toutes les entreprises, c'est le dispositif CLEA, donc sur le socle de connaissances, le socle de compétences, toutes les entreprises peuvent déclencher une action PROA dans ce cadre-là. Pour les autres certifications, là, il faut qu'il y ait un accord de branche qui soit existant dans la branche en question où se situe l'entreprise. Il faut que cet accord soit étendu. L'extension d'un accord étant réalisée par le ministère du Travail. Donc, c'est-à-dire que la branche professionnelle, elle va d'abord, donc les partenaires sociaux vont se réunir, ils vont édicter une liste de certifications au regard des enjeux liés à la proie, donc sur les évolutions qui sont repérées dans le secteur et donc sur les mutations qui sont en cours, repérer les certifications qui sont nécessaires selon eux de mettre en place dans l'accord de branche. Ils signent l'accord de branche une fois que cette liste est prévue et indiquée, transmise au ministère du Travail, et le ministère du Travail qui fait un travail complémentaire et qui va retenir la totalité, ou pas forcément la totalité, des certifications qui ont été vues dans l'accord de branche. Donc, les certifications qui peuvent être mobilisées dans le cadre du PROA, de la PROA, pardon, ce sont bien les certifications qui sont dans l'accord de branche une fois qu'il est étendu, donc avec les éventuels retraits si le ministère du Travail a jugé utile de retirer certaines de ces certifications. Alors qu'il est dans le cadre de l'AFDAS, les branches professionnelles que nous retrouvons au sein de notre opérateur de compétences, 7 branches ont signé un accord de branche, et cet accord de branche étant lui-même étendu, les 7 branches, vous les avez à l'écran, donc les espaces de loisirs, d'attractions culturelles, le golf, le champ des organismes de tourisme, le portage de presse, la presse magazine, le sport et enfin les télécommunications. Pour vous donner à voir à quoi peuvent ressembler finalement ces listes de certifications, on en a fait une extraction. Évidemment, c'est une extraction arbitraire, c'est plus pour donner à voir la typologie des certifications que vous pouvez trouver. C'est évidemment en rien exhaustif et les listes qui sont dans les accords de branche sont bien entendu beaucoup plus longues que celles que nous vous présentons ici à l'écran. C'est juste pour vous permettre de repérer que nous avons en fait tout type de niveau. Nous avons des CQP, donc des certifications liées à la branche, quand il y en a dans la branche en question. On peut avoir des certifications de type, si je prends le cas du sport, BPGEPS, licence STAPS, etc. Donc, qui sont en lien vraiment avec le cœur d'activité de la branche. Et puis, on a également, si je prends une autre branche, celle du golf, vous voyez, vous avez la certification responsable de développement commercial. Et donc, il y a également un regard qui est porté sur les certifications transversales. En règle générale, ce que vous allez trouver dans ces listes, c'est en effet une diversité de certifications qui vont toucher soit au cœur de métier, soit aux éléments plutôt transversaux, et vous aurez également une diversité en termes de niveau de formation
deux niveaux de certification. L'idée étant de pouvoir permettre à chaque entreprise, finalement, d'identifier des certifications qui sont en lien avec ses propres réalités, avec les réalités de ses salariés. Sur la durée de ce dispositif, puisqu'on a vu qu'on a tout à l'heure repéré le public éligible, on a repéré les certifications qui peuvent être éligibles, en tout cas les types de certifications qui peuvent être éligibles. Maintenant, pour quelle durée de formation? Ce que nous dit la loi, c'est une durée entre 6 et 12 mois, avec, on le reprécisera tout à l'heure, une logique d'alternance dans le déroulé de la formation. 6 à 12 mois, c'est ce qui est prévu par la loi. Et dans certains accords de branche, en fait, cette durée maximale de 12 mois est portée à 24, voire à 36 mois. Et notamment, ce décalage, ce maximum qui est repoussé, c'est pour être en phase tout simplement avec les certifications qui sont dans les listes de ces mêmes accords de branche, puisque si la certification nécessite 24 mois de formation, il faut forcément que nous puissions mettre en œuvre ces PROA sur la durée en question. Donc, les partenaires sociaux ont aussi été amenés à réfléchir sur les nécessités, sur l'utilité de monter ce maximum, et auquel cas, c'est là où vous pouvez trouver des compléments à 24 ou 36 mois, suivant les cas de figure. Même réflexion se pose sur la durée de la formation en tant que telle, puisque la loi prévoit un encadrement de cette durée de formation. Ce que nous dit la loi, c'est entre 15 et 25% du temps de travail qui est consacré à la formation en tant que telle, et sans être inférieur, il y a une borne minimum d'entrée, sans être inférieur à 150 heures. Ça, c'est ce qui est prévu de manière générale dans la durée de formation. Donc, une borne mini 15, une borne maxi 25% de la durée du temps de travail, donc à passer en formation, minimum 150 heures. Nous n'appliquons pas, évidemment, ce minimum de 15% ou ce minimum de 150 heures quand nous sommes dans une logique de VAE, puisque une des particularités aussi de la PROA, c'est qu'on peut déclencher une PROA pour une formation, on va dire, classique, où la personne suit le parcours de formation avec d'autres participants, mais on peut également déclencher une PROA dans le cadre de la VAE, donc de la validation des acquis de l'expérience. Auquel cas, c'est resserré sur les seuls besoins de la personne au regard de son parcours. Et là, ça peut donc descendre en dessous de 15% ou en dessous des 150 heures. Deuxième cas de figure où ces minimums ne s'appliquent pas, c'est pour le dispositif CLEA, j'en parlais tout à l'heure, le socle de connaissances, le socle de compétences. Je te redonne la main. Merci. Alors, comment se déroule la formation? On l'a évoqué tout à l'heure, la formation se déroule par alternance. Donc, en associant des temps dédiés à de la formation et des temps dédiés à de la mise en pratique. De la formation en lien avec des enseignements généraux, professionnels ou technologiques et l'acquisition d'un savoir-faire en centre de formation et l'acquisition de savoir-faire au sein d'une entreprise. Donc, il y a bien une alternance entre des temps en centre de formation pour acquérir de manière théorique les savoir-faire indispensables et un temps de mise en œuvre sur le poste de travail en entreprise pour mettre en pratique les acquis de la formation sur des activités professionnelles en lien avec la certification visée. Donc, l'emploi occupé par le salarié pendant cette PROA doit permettre la mise en pratique des acquis de la formation. Si l'emploi occupé par le salarié pendant sa PROA ne permet pas, notamment dans le cadre d'une reconversion par exemple, de mettre en œuvre l'ensemble des acquis de la formation, alors l'employeur doit adapter les activités du salarié pour lui confier des activités professionnelles en lien avec la certification visée, pour qu'il puisse à la fois mettre en pratique et surtout se préparer dans de bonnes conditions aux examens liés à la certification visée. Dans le cadre de la PROA, comme dans le cadre du contrat de professionnalisation, parce que finalement, on voit qu'il y a quand même beaucoup de points communs entre ces deux dispositifs, comme dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, l'employeur doit désigner un tuteur
qui doit être volontaire et qui doit être chargé d'accompagner le bénéficiaire de la proie. Comme il y a une alternance entre des apports théoriques en centre de formation et une mise en œuvre pratique au sein de l'entreprise, le tuteur va accompagner le bénéficiaire de la proie dans sa progression et dans la mise en œuvre pratique des connaissances acquises. Donc, le tuteur, il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans en lien avec la qualification visée. Le tuteur doit disposer de suffisamment de temps pour exercer sa mission et il peut d'ailleurs être formé à ce titre. Le tuteur, s'il est salarié, ne peut pas encadrer plus de 3 personnes dans le cadre d'une alternance, tout dispositif confondu. C'est ramené à 2 si c'est l'employeur qui est le tuteur. La formation, elle va se dérouler sur le temps de travail avec maintien de la rémunération du salarié. La loi prévoit la possibilité de se former en dehors du temps de travail avec un accord écrit du salarié et dans la limite de 30 heures par an et par salarié ou 2% pour les salariés au forfait. Sur la partie hors temps de travail, il n'y a pas de rémunération particulière. Donc, une formation sur le temps de travail ou hors temps de travail avec cette limite. Et pendant toute l'action de formation, pendant toute la durée de la proie, le salarié a sa protection sociale en matière d'accident du travail et maladies professionnelles maintenue. Comment le dispositif est financé? Donc, l'AFDAS peut participer au financement des coûts pédagogiques, des frais annexes ou de la rémunération. Donc, on va détailler ces modalités de financement. Donc, pour les coûts pédagogiques, on intervient sur un forfait horaire entre 9,15 € et 15 € par heure de formation, selon la typologie de formation et selon le niveau de diplôme. Nous pouvons aussi intervenir dans le cadre des frais annexes selon les barèmes classiques de l'AFDAS et c'est soumis à conditions. Donc, globalement, c'est plus de 50 km entre le lieu de formation et le lieu habituel de travail et s'il n'y a pas d'existence de formation à proximité. Les rémunérations, donc la rémunération et les charges peuvent être pris en charge si c'est prévu par accord de branche. Donc, l'ensemble de ces dépenses, coûts pédagogiques, frais annexes et rémunération, sont financés dans la limite d'un plafond par proie, donc par dispositif. Sur les fonds de l'alternance, ce plafond est de 3 000 €. Et dans le cadre du dispositif du plan de relance, le plafond est porté à 9 000 € pour les proies qui s'inscrivent selon 3 priorités: la transition écologique, la souveraineté économique ou l'indépendance technologique et la relance sociale et territoriale. Donc, dès lors que nous serons sur des formations d'adaptation au développement des compétences en lien avec des mutations énergétiques, des mutations technologiques, dans le cadre de la relocalisation, digitalisation des activités, ou plus globalement sur la sécurisation des parcours professionnels, notamment pour les secteurs qui sont impactés par des mutations économiques et ou technologiques, on pourra mobiliser le dispositif Pro à relance avec le plafond de 9 000 €. Pour y voir clair sur le financement, entre le plafond de 3 000 €, 9 000 € et les différents barèmes en vigueur, nous invitons les entreprises, lorsqu'elles souhaitent mobiliser ce dispositif, nous invitons les entreprises à contacter leur conseiller emploi-formation pour étudier de manière plus précise les possibilités de financement. Il peut y avoir aussi des compléments entre ce dispositif et d'autres dispositifs, comme notamment les plans conventionnels. À noter, le financement de la proie s'effectue en dehors des plafonds individuels au titre du plan développement des compétences. Donc, c'est un dispositif qui est associé à un levier d'investissement dans les compétences particuliers, puisqu'il n'impacte pas les plafonds classiques et habituels de chacune des entreprises. Donc, c'est une source d'optimisation du financement de vos différents projets de formation. Comment concrètement mobiliser le dispositif?
eh bien, la proie, elle peut être à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur, mais dans le cadre d'un engagement mutuel formalisé. Donc, le salarié peut solliciter l'employeur ou l'employeur peut proposer à un salarié de bénéficier d'une proie, mais l'un et l'autre doivent bien être engagés et d'accord pour suivre ce parcours en alternance. Cet engagement, il est formalisé dans le cadre d'un avenant au contrat de travail. Donc, il y a un formulaire CERFA qui a été mis en place pour faciliter la mise en œuvre de cet avenant au contrat de travail. Ce CERFA précise la durée, l'objet, c'est-à-dire si on est dans le cadre d'une reconversion ou d'une promotion, l'action de formation envisagée avec la certification visée, les modalités de réalisation de l'action, c'est-à-dire notamment le rythme d'alternance, et l'identité du tuteur. Il est possible dans le CERFA d'indiquer l'intitulé précis de l'emploi visé par la proie, son niveau, son coefficient hiérarchique ou sa classification dans la convention collective, mais ces champs sont facultatifs dans le CERFA. Donc, la demande de prise en charge doit être déposée dans les 5 jours qui suivent la conclusion de l'avenant sur le portail adhérent et nous avons construit et mis à votre disposition un guide utilisateur pour vous aider dans la saisie de ce dispositif spécifique PROA. Pour se résumer sur les éléments qui permettent de voir la faisabilité d'un parcours de formation dans le cadre de PROA. Donc, on s'est dit tout à l'heure, il y a la question de l'entreprise. Pour qu'elle puisse accéder à PROA, il faut qu'elle fasse partie d'une branche qui elle-même ait signé un accord de branche, que celui-ci soit étendu. On s'est parlé du public, on s'est parlé d'un certain nombre d'éléments. On va ici synthétiser ces différents éléments qui permettent de voir, au fur et à mesure que le projet commence à se matérialiser, il répond aux conditions d'accès à la proie et donc il permet d'accéder à ce financement. Premier élément de réflexion, je regarde est-ce que le collaborateur entre dans les conditions énoncées tout à l'heure, au regard de son contrat de travail, au regard de son niveau de qualification, encore une fois, le niveau de qualification à l'entrée dans le dispositif, et non pas le niveau visé en sortie de formation. Si ces éléments-là sont favorables, je vais regarder si le projet du salarié et le projet de l'entreprise sont convergents. On est bien dans une même logique. Le salarié a identifié un souhait de formation ou l'employeur a identifié un souhait de formation. Les deux parties s'en parlent. Ils conviennent que le projet les intéresse mutuellement. On est bien dans une logique de reconversion professionnelle dans le premier cas ou dans la logique d'une promotion sur le poste occupé, auquel cas tout le monde s'y retrouve sur ce sujet. On peut avancer et on va identifier, soit on l'a déjà fait, soit on passe à cette phase-là, on va identifier la certification qui va bien, qui est donc en phase avec le projet et qui permet aux deux parties, employeurs et salariés, d'avoir tous les deux l'objectif recherché. On identifie donc la certification dans la liste en prenant attention au fait que la certification est toujours existante, puisque les certifications, c'est un élément qui bouge, qui vit. Il y a des certifications qui arrivent sur le marché. Il y a aussi des certifications qui sont retirées du marché. L'accord de branche, il a été signé à un instant T. Il est possible, quand on le regarde 6 mois, 12 mois, 18 mois plus tard, que des certifications qui existaient au moment où l'accord a été signé peuvent ne plus être en vigueur à ce moment-là. D'où la nécessité d'ailleurs de travailler en proximité avec le conseiller pour s'assurer que voilà, on fait bien le bon choix, à la fois sur le contenu de la certification, qui répond bien à nos besoins, et que celle-ci, elle est en vigueur, elle est bien dans l'accord de branche étendu, etc. etc. Donc, on n'a pas de surprise sur ce sujet-là, on a bien sécurisé cet élément-là. On va regarder la durée de formation. Là où il y aura aussi un échange à avoir avec le conseiller, ça va être sur finalement les modalités. Comment le calendrier qui est proposé par l'organisme de formation, est-ce qu'il est compatible avec le dispositif? Est-ce qu'il faut le faire bouger? Est-ce que du coup, c'est des choses sur lesquelles l'organisme de formation peut intervenir? Parce que parfois, l'organisme de formation, en dehors du dispositif, il va prévoir un parcours sur 14 mois.
en sachant qu'on peut le faire bouger. Ça fait partie des éventuelles négociations, discussions qu'on peut avoir avec l'organisme de formation. Et c'est là où il faut avoir le regard du conseiller qui va vous aider finalement à regarder ces éléments-là et savoir quelle marge de manœuvre vous pouvez avoir en tant qu'employeur dans vos relations avec l'organisme de formation. On a validé tout ça. Maintenant, on va regarder le coût qui est demandé par l'organisme de formation, d'une part, donc les coûts pédagogiques, et puis on va regarder les coûts annexes qu'il y a dans le cadre de ce parcours de formation. Les coûts annexes, ça peut être les frais de transport, on l'a évoqué tout à l'heure, l'AFDAS peut participer à la prise en charge des frais de transport sous certaines conditions. Ça peut être un double logement, parce que la formation serait assez éloignée, pour ne pas dire très éloignée, du lieu de domicile du salarié, donc il y aurait besoin de prendre un logement en plus, donc ça génère un certain nombre de frais. Il y a la rémunération qui est à regarder. À partir de là, on voit le niveau d'intervention que l'AFDAS peut avoir sur ces différents postes de dépenses. On visualise, est-ce que la prise en charge est intégrale ou pas? Si elle est intégrale, en fait, on peut passer à l'étape suivante. Si elle n'est pas intégrale, ça, c'est à vous, en tant qu'employeur, d'évaluer le reste à charge. Est-ce que vous financez ce reste à charge? Auquel cas, vous mettez en place le projet. Ou alors, le reste à charge vous apparaît comme trop important. Et là, il faut rediscuter du projet. Soit en identifiant une autre certification, peut-être plus courte, soit en trouvant un organisme de formation peut-être en plus grande proximité du lieu habituellement où le salarié travaille. Donc, du coup, on réduit les postes liés au transport, à l'hébergement, etc. Enfin, il y a tous ces éléments qui sont à regarder, à examiner, et pour trouver finalement une solution qui convienne à tout le monde et le financement qui soit le plus optimal. Maintenant, vous avez fait toutes ces vérifications, vous avez sécurisé le projet, vous voulez vous lancer, donc il faudra faire la demande auprès d'AFDAS du financement. Et comme il était évoqué tout à l'heure, il y a l'avenant au CERFA, l'avenant au contrat de travail via un CERFA, qui sera à réaliser, qui sera co-signé entre vous-même et le salarié, et qui reprendra les éléments essentiels finalement du parcours de formation. Pourquoi le parcours de formation, etc., etc. Sur les démarches administratives en tant que telles, une fois qu'on est arrivé au bout, on a trouvé le parcours de formation qui va bien, on est prêt à se lancer. Donc, comme vous en avez certainement l'habitude, vous avez un portail adhérent qui est également connu sous le nom de Maya, qui est le portail web de l'AFDAS. Donc, vous faites habituellement vos demandes de financement, vous utilisez ce même portail qui est complètement dématérialisé et qui vous permet du coup de faire le dépôt de votre demande de financement et d'y joindre les documents utiles. Parmi les documents utiles, nous avons donc ce fameux CERFA qu'on évoque depuis tout à l'heure, le calendrier, le programme de formation et la convention que l'organisme de formation aura préparée. Tout ceci s'est joint dans votre dossier sur le portail dématérialisé. L'AFDAS reçoit votre demande de financement et elle va instruire la demande, vérifier que le dossier est complet, qu'on a bien tous les éléments, et elle va vous envoyer, ainsi qu'à l'organisme de formation que vous avez choisi, les accords de financement, et elle va envoyer à l'organisme de formation également les éléments utiles pour l'organisme, pour après pouvoir nous facturer tout au long de la vie du parcours de formation, l'AFDAS payant directement le centre de formation. S'il y a des frais annexes, etc., là, ce sera une relation avec vous en tant qu'employeur qui devra se déclencher. Et là aussi, vous aurez les informations utiles via le portail sur les modalités utiles pour pouvoir en fait, mettre tout ça en place. Comme il vous est indiqué en bas de ce visuel, vous avez des guides qui vous permettent de prendre le sujet de manière complète sur ce qu'est la proie, le mode d'emploi, de manière très détaillée, et vous avez également le guide sur le dépôt du dossier, la demande de prise en charge en ligne. Sachez qu'il y a en cours de préparation et qui sera utilisable très prochainement un tutoriel également qui va vous aider finalement pas à pas
à pouvoir déposer votre demande de financement. Sur le sujet de l'appui, comme on l'évoquait tout à l'heure, la proie, en particulier la première fois que vous mettrez en place une proie dans l'entreprise, après, quand on en sera au 2e et au 10e cas, vous aurez peut-être plus de dextérité pour mettre en place ces parcours. Pour autant, nous vous invitons, en particulier sur les premiers, à vous rapprocher de vos conseillers. Pour cela, plusieurs façons de faire, puisque l'AFDAS met en place des ateliers thématiques, des réunions thématiques, connues sous le nom de AFDAS Zoom. Donc, si vous allez sur l'agenda sur le site de l'AFDAS, vous retrouvez les différentes réunions thématiques qui sont programmées dans les semaines à venir, en sachant que régulièrement, ce calendrier est enrichi et actualisé. Vous pouvez également avoir des rendez-vous en individuel, en présentiel ou en distanciel, selon vos préférences. Et le distanciel, c'est là où vous entendez parler de AFDAS Connect, puisque c'est les modalités d'utilisation. Donc, vous sollicitez un rendez-vous qui peut donc se faire en distanciel selon votre choix. Les conseillers donc, vous accompagnent étape par étape pour vérifier la faisabilité du projet, vous aider à identifier la certification qui va bien, et notamment sur les éléments de vigilance qu'on a pu aborder tout à l'heure. Ils vont vous aider à sécuriser la mise en œuvre, aussi peut-être par rapport au choix du tuteur. Tout à l'heure, on l'évoquait, le choix du tuteur, c'est un élément important, en particulier quand on est dans des situations où la personne va changer de poste. Il y a une rejoindre à l'interne de l'entreprise. Un salarié peut être très bien familier d'une partie de l'entreprise et se retrouver finalement un peu perdu quand il est dans un nouvel environnement, un nouveau type de métier. Ce n'est pas forcément les collègues qu'il a l'habitude de fréquenter. Donc le tuteur va être aussi là pour finalement l'aider à se familiariser à ce nouvel environnement. Et plus la rejoindre est importante en termes de changement de métier, plus cet accompagnement il devra être important parce qu'il va falloir accompagner également le salarié dans sa nouvelle vie professionnelle d'une certaine manière, dans le parcours de formation, mais aussi dans sa nouvelle vie professionnelle. Et puis, il y a, voilà, on l'évoquait tout à l'heure, les démarches administratives, comment remplir les documents utiles, comment présenter les choses aux salariés aussi, puisque quand on présente un avenant au contrat de travail au salarié, ben, il faut savoir lui expliquer pourquoi il y a cette démarche et en quoi, finalement, ça a un impact le concernant. Les conseillers, vous pouvez les retrouver, ils sont aujourd'hui sur 24 implantations territoriales, puisqu'on couvre l'ensemble du territoire, que ce soit métropolitain, mais également ultramarin. Et c'est un peu plus d'une centaine de conseillers qui sont à vos côtés tous les jours pour vous accompagner dans vos projets, en particulier, puisque nous parlons de la proie cet après-midi, sur les projets de proie. De manière générale, sur l'accompagnement que vous pouvez avoir aussi, on a un certain nombre d'outils digitaux qui nous permettent de rester en lien entre vous et nous, et qui vous permettent d'avoir un certain nombre d'actualités, d'informations générales sur l'environnement de la formation, sur l'environnement de votre secteur professionnel. Donc, le site internet, vous retrouvez d'ailleurs l'agenda dont je parlais tout à l'heure, sur les réunions thématiques, les ateliers thématiques, comment contacter son conseiller, etc. Les newsletters que vous recevez une fois par mois et qui, du coup, font un condensé finalement de l'actualité sociale, RH, formation. Et puis, nous publions régulièrement sur les réseaux sociaux et ça vous permet, du coup, d'avoir l'actualité de ce que l'AFDAS entreprend et notamment des actions que nous pouvons réaliser sur l'ensemble des territoires et donc d'être toujours, finalement, au fil de l'actualité de ce que nous déployons. Nous arrivons au terme de cette présentation. Nous vous proposons de regarder les questions que vous avez pu nous poser dans le chat. Donc la première, les certifications visées ne sont pas limitées en termes de niveau. Les certifications, alors ce qui a été évoqué tout à l'heure, de toute façon, c'est dans l'accord de branche qu'il faut regarder. Est-ce que les certifications sont prévues dans l'accord de branche? Après, en termes de niveau, il n'y a pas en soi de niveau maximum. Pour autant, le fait que les salariés à l'entrée ont un niveau au maximum inférieur à Bac+3
délimite d'une certaine manière, de toute façon, les certifications visées au terme de la proie, puisqu'il faut que les personnes puissent accéder à la formation. Donc, cette condition d'entrée, quelque part, définit un peu la limite haute en termes de certification que nous pouvons viser au terme de la proie. La deuxième question, peut-être, Agnès, tu veux la regarder? Peut-on considérer que l'alternance proie est équivalente au financement plan de formation? Je ne saisis pas bien. Quelle serait alors la différence en termes de conditions et de traitement administratif? Alors, le dispositif de la proie peut s'intégrer dans globalement le plan de développement des compétences, c'est-à-dire toutes les actions de formation à l'initiative de l'employeur pour assurer le développement des compétences des salariés. Pour autant, la proie est un dispositif bien particulier, à la fois en termes de financement et de mise en œuvre. La proie est un avenant au contrat de travail pour mettre en place une formation en alternance qui vise une certification et donc nécessite l'accord formel du salarié pour s'engager dans une proie. Donc le dispositif est encadré par la mise en œuvre d'un avenant au contrat de travail et il se distingue également en termes de financement puisque les actions classiques du plan de formation, du plan de développement des compétences sont financées sur les dispositifs du plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de 50 salariés, du plan conventionnel pour les branches qui mobilisent une contribution conventionnelle, des plans volontaires ou de différentes subventions, alors que la proie bénéficie d'un financement spécifique et fléché, soit sur les fonds de l'alternance, soit sur des fonds particuliers dans le cadre du plan de relance. Donc, lorsqu'une action est mise en œuvre dans le cadre de la proie, les financements n'impactent pas le plan de formation. Donc, le régime financier n'est pas du tout le même et cela permet une réelle optimisation de vos budgets de formation, de votre investissement formation. Donc, pour y voir clair en termes de conditions et de traitement administratif, de modalités de mise en œuvre, nous pouvons vous inviter à rencontrer votre conseiller, soit dans le cadre d'un AVNAS Zoom, soit dans le cadre d'un AVNAS Connect ou directement sur la plateforme Maya, vous avez la possibilité de solliciter un rendez-vous pour, en fonction de chaque projet, chaque situation, vous orienter vers le meilleur dispositif, à la fois en termes de conditions de mise en œuvre, mais aussi en termes de conditions de financement. En fait, en résumé, si la proie n'existait pas, peut-être que le parcours de formation, vous l'auriez financé sur votre plan de formation de manière classique, ce qui vous aurait d'ailleurs amené certainement à avoir une logique d'arbitrage plus resserrée, puisque le coût de formation aurait impacté l'enveloppe que vous avez prévue sur le plan de formation. L'intérêt de la proie, avec le financement dédié, c'est que ça permet finalement d'isoler un certain nombre de parcours, ceux qui remplissent les conditions de la proie, et en les isolant, d'avoir un financement dédié, un financement à part. Donc, d'une certaine manière, c'est une façon d'alléger le coût sur le plan de formation, donc soit d'alléger le coût sur le plan de formation, soit finalement de faciliter les choix que vous aurez à réaliser quand, en fait, vous avez fait le tour des besoins de formation de l'entreprise. Forcément, il arrive un moment où il faut arbitrer, parce qu'on ne peut pas tout mettre en œuvre, entre autres pour des questions de coût, tout simplement, des questions de disponibilité, enfin, il y a d'autres éléments, évidemment, mais le coût peut être un élément pour faire le choix, retenir telle action de formation ou telle action de formation. La proie, ça permet d'aller plus loin, d'avoir une source de financement complémentaire, et du coup, ça permet de faciliter cette logique d'arbitrage, et peut-être de faire plus d'actions de formation que ce que vous auriez estimé initialement. Donc, c'est vraiment voilà, un complément. Après, ça répond à un certain nombre de critères, de conditions de mise en œuvre, et on les a évoqués tout à l'heure, tout au moins dans les éléments essentiels. Évidemment, après, il faut rentrer plus dans le détail par rapport à des projets précis, mais ça vous permet de repérer finalement quel est le cadre général de la proie, et c'est vraiment une source d'économie, et ça permet voilà, d'être plus ambitieux en termes d'action de formation. La question suivante, quelle est la différence entre proie et apprentissage?
Alors, l'apprentissage, ça s'adresse, sauf cas de figure particulier, j'y reviendrai tout de suite après, l'apprentissage, ça s'adresse à des salariés nouvellement entrant dans l'entreprise. Donc voilà, vous êtes dans une logique de recrutement, vous intégrez un nouveau collaborateur, vous pouvez lui proposer, dans le cadre de son arrivée dans l'entreprise, un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, par exemple, si vous avez repéré qu'il y a un besoin de formation complémentaire dès la prise de poste, d'une certaine manière. La proie, on est sur une logique où le salarié est déjà en poste chez vous. Alors, il n'y a pas de question d'ancienneté particulière, donc l'ancienneté peut être courte, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans dans l'entreprise. Et justement, on va dire le cœur de cible dans l'esprit, ce sont les salariés qui ont un certain nombre d'ancienneté professionnelle et qui se retrouvent sur un métier, un secteur, un poste qui est en pleine évolution. Et là, il y a besoin de passer un cap pour permettre aux salariés d'évoluer. La proie répond spécifiquement à ce cadre-là. C'est l'esprit du dispositif qui est sur ce sujet-là. Je vous ai dit tout à l'heure, je fais un point particulier de côté sur l'apprentissage, du coup j'y reviens, puisque l'apprentissage, par définition, c'est normalement des salariés nouvellement qui entrent dans l'entreprise, s'ils sont éligibles à ce dispositif-là. Il y a quand même un cas particulier, c'est si vous avez des salariés en CDI qui ont moins de 30 ans, en fait, on peut faire une pause, d'une certaine manière, sur le contrat de travail standard et enclencher un contrat d'apprentissage. Je vous renvoie d'ailleurs à ce sujet. Il y a quelques semaines, on avait fait une webconférence sur le dispositif de l'apprentissage dans sa globalité. Et ce point particulier avait été évoqué, la possibilité, quand vous avez quelqu'un qui est en CDI et qui a moins de 30 ans, de pouvoir mettre entre parenthèses le contrat de travail tel qu'il avait été signé initialement, d'enclencher sur un contrat d'apprentissage et donc de bénéficier de toutes les mesures qui sont associées au contrat d'apprentissage. Et quand le contrat d'apprentissage arrive à son terme, on revient, si on ferme la parenthèse à ce moment-là, on revient sur le déroulé du contrat de travail tel qu'il se déroulait initialement. Là-dessus, on ne va pas forcément entrer dans les détails. D'une part, c'est un cas particulier. D'autre part, je vous renvoie à cette webconférence qui détaillait ce sujet-là. Dernière question que nous avons dans le fil de conversation. Est-ce que ce diaporama vous sera transmis? Oui, il sera transmis. La webconf est enregistrée et le support vous sera envoyé à l'issue de cette diffusion. Nous sommes arrivés au bout des questions. Je vais quand même vérifier s'il n'y en a pas une autre derrière. Et il y en a une autre derrière. J'ai bien fait de faire cette vérification. Y a-t-il un âge limite pour entrer dans la proie? Non, puisque ça s'adresse à tous les salariés en poste. Donc, on va dire d'une certaine manière, la seule limite en termes d'âge, c'est l'âge de départ à la retraite, mais c'est la seule limite qui existe en termes d'âge. Et puis, on ne l'a pas forcément évoqué tout à l'heure, mais vous vous rappelez aussi que toutes les entreprises, à partir du moment où elles sont intégrées dans un plan de branche, toutes les entreprises, et ce, quelle que soit leur taille, peuvent déclencher une proie. Pourquoi je reviens sur ce point-là? Parce qu'avec la réforme de 2018, il y a eu aussi des dispositifs qui étaient centrés sur une typologie d'entreprise, en particulier les plus petites. Là, la proie, il n'y a pas de limite en termes de taille. Ce qui va importer, c'est être dans un secteur, une branche professionnelle qui a signé un accord de branche. C'est ça l'élément clé, l'élément d'entrée dans le dispositif. Donc cette fois-ci, nous sommes bien au bout des questions qui ont été posées dans le fil de conversation. Il me reste à vous remercier pour votre attention, à remercier Agnès pour sa participation. Et puis, nous sommes quasiment pile sur le chronomètre, puisque je vous avais annoncé tout à l'heure 45 minutes, et nous sommes au terme de ces 45 minutes. Merci à vous pour votre participation. Suivez de près l'actualité de l'AFDAS, puisque d'autres webconférences sur d'autres sujets vous seront proposées très prochainement. Je vous souhaite une très bonne après-midi et à bientôt.